Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts et les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne consacré aux plumes fantômes, les secrets du copywriting et du ghostwriting. Nous sommes ravis de retrouver nos deux invités, Cathy Rincé, copywriter et content manager, et Jérôme Labbé, dirigeant de la société Horizon Consult. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie, aujourd'hui centrée sur le thème du ghostwriting. Un mot qui peut faire frémir, mais qui évoque une tendance de plus en plus présente, notamment sur les réseaux sociaux. Découvrons ensemble le monde mystérieux des plumes fantômes. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le ghostwriting ? Alors le ghostwriting, c'est le fait de prendre la plume à la place de quelqu'un d'autre et de parler en son nom. Exactement. Voilà. Alors moi, quand je disais arnaque, je pense pas à la pratique. Je pensais plus à ce qu'on véhicule sur certains réseaux en disant que c'est fondamental, que c'est très important et qu'il faut absolument passer par des consultants, des indépendants ou des agences pour le faire. D'accord. C'est là où je mets un doute. Oui, c'est tout. Oui, je comprends. C'est pas sur la pratique. La pratique, elle a toujours existé pour la rédaction de livres ou autre. Tout à fait. Mais c'est pour qu'est-ce qu'on en fait sur LinkedIn, par exemple. Là, j'ai un gros justement, doute, là. pour nos auditeurs, par exemple, pour que ce soit plus clair, c'est quoi le rôle du ghostwriter ? Donc il écrit à la place de l'autre. Voilà, souvent des CEO d'entreprise, oui, souvent. Donc l'idée, c'est d'écrire sur son compte, à sa place, parce qu'il n'a pas le temps, mais qu'il estime que LinkedIn, c'est quand même the place to be, qu'il faut y être, mais concrètement, il n'a pas le temps, il a d'autres projets à mener, ou alors il estime aussi que ce sera mieux fait par quelqu'un d'autre. Voilà. La question que je me pose, c'est pourquoi le faire ? Pour assurer une présence sur LinkedIn et pour peut-être renforcer la position d'expert, renforcer son personal branding. Quand on est une société de 100 salariés, oui. Le patron, est-ce qu'il a besoin de le faire ? Moi, je suis pas sûr. Alors, quand on est un indépendant, oui, parce qu'on véhicule une image, on se vend. Là, la communication LinkedIn, quand on est une entreprise, c'est plutôt à l'entreprise de parler. C'est pas au président, au DG, au directeur financier de le faire. Je vois pas trop l'intérêt. Il y a un intérêt, bien sûr, mais il est pas aussi important qu'on veut le véhiculer, alors, selon moi. Il y a un premier point que je vais mettre tout de suite en avant, c'est que LinkedIn a un algorithme qui met en avant les profils personnels. Ça, on l'a remarqué. Hein. Et pas les profils d'entreprise. Vous pouvez poster sur votre profil d'entreprise, sur votre page d'entreprise. L'algorithme ne va pas pousser... Il y a encore des entreprises sur LinkedIn. Et va pousser les profils personnels. Déjà, le premier élément qui fait que c'est au CEO de prendre la parole plutôt que sur sa page d'entreprise. Ensuite, ça développe, donc ce que je disais tout à l'heure, son personal branding. Et le personal branding, il est crucial dans la mesure où on a compris qu'une personne n'achète ni un produit, ni un service, elle achète la personne qui lui vend. Donc, mettre en avant son personal branding, ça rend humain, ça rend accessible, et du coup, on a plus, l'acheteur, la cible, va avoir plus tendance à se diriger vers une entreprise où le CEO s'engage, parle, montre qu'il est expert de son domaine, et qui peut être une solution, en fait. Et c'est hyper humanisant. On dit toujours le digital, on perd les relations. Faux. Les entreprises qui fonctionnent sur le digital sont aussi les entreprises qui ont compris qu'il fallait mettre l'humain en avant. D'où l'intérêt pour un CEO. Je pense qu'il y a des gros abus sur le sujet, mais certainement, comme énorme partout. Abus, et je trouve que c'est très américain comme démarche. Cette volonté d'aller massivement faire des posts, ça arrive en France, mais ça fait longtemps que c'est aux États-Unis quand même, de se mettre en avant, d'être le président d'une grosse structure, d'être en jean, basket, t-shirt, et de véhiculer son entreprise à travers sa personne. Ok, mais ça, c'est pas en France, c'est assez récent quand même, je trouve, hormis quelques exceptions. Et maintenant, on a l'impression que c'est une obligation de le faire. Et on est obligé de passer par ce type d'exercice pour y arriver. Et je suis pas sûr que ce soit... Ça rend service au monde de l'entreprise. Si, dans certains cas. Il y a des cas où ça existe. C'est super intéressant. Mais pourquoi tout le monde devrait le faire ? Je ne suis pas sûr. Et je ne suis pas sûr que dans 5 ans, on en parle encore. Alors, il y a un mot que vous dites qui est tout le monde. Quand on commence à mettre le nez dans le marketing, on comprend assez rapidement que le tout le monde, il est à bannir. Donc, tout
tout le monde ne doit pas le faire. Et si on le fait, c'est parce qu'il y a une stratégie derrière et que c'est opportun de le faire et que c'est pertinent. Bien sûr. Donc non, effectivement, tout le monde. Si on se dit oh là là, tout le monde le fait, je dois le faire. Faux. Là, c'est terminé. Enfin, il n'y a pas de stratégie derrière. Il y a pas. Donc non, ça va pas fonctionner. Ça peut fonctionner. Un heureux hasard fait que les éléments sont alignés, mais en général, ça répond quand même à une stratégie de communication qui est derrière. Donc non, c'est pas. Déjà, toutes les entreprises n'ont pas leur cible sur LinkedIn. Enfin, déjà, toutes les entreprises qui s'adressent à des particuliers. Alors, c'est chouette d'être sur LinkedIn pour travailler sa marque employeur et recruter, mais on ne s'adresse pas aux clients dans ce cas-là. On s'adresse à des candidats pour étoffer un peu le recrutement. Mais voilà, ça doit vraiment répondre. Alors, à qui je m'adresse? Où se trouve ma cible? Si ma cible, c'est du B2B, c'est des professionnels et que c'est des entreprises digitalisées qui consultent beaucoup LinkedIn, oui, ça peut être pertinent qu'un CEO d'une grosse entreprise ou d'une petite entreprise. Et je dis CEO, des fois, c'est des entreprises où il y a 2-3 personnes. C'est pas forcément des grosses entreprises. Donc, ça a sa place. Le ghostwriting a sa place dans ce contexte-là. Alors, du coup, il y a une question qui se pose parce que c'est vrai que sur LinkedIn, on parle de LinkedIn, mais on croise de plus en plus de ghostwriters. Au préalable, les ghostwriters se cachaient, d'où leur nom. Aujourd'hui, on voit énormément de ghostwriters se mettre en avant. J'écris les posts des CIO, j'écris les posts des directeurs, les posts des dirigeants. Si tant est que la nouvelle question, c'est est-ce qu'il y a encore des CIO sur LinkedIn? Peut-être, mais en tout cas, ils ne postent pas. Ça, c'est sûr. Ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Quand la moitié des posts, c'est, je vais vous dire les 6 outils que j'utilise, le carrousel qu'on a déjà vu 50 000 fois, ça donne pas envie, honnêtement. Ça donne vraiment pas envie. Donc, il y a peut-être une carte à jouer pour vous, Jérôme, là. Peut-être. S'il y a du contenu qui ne vous parle pas, peut-être essayer de créer justement... Est-ce qu'on va sur LinkedIn pour chercher du contenu? Je ne suis pas sûr. Moi, du moins, ce n'est pas ce que je fais. Personnellement, alors ce n'est pas parce que je ne le fais pas que les autres ne le font pas, bien entendu. Mais je ne suis pas sûr. Et donc, vous utilisez LinkedIn à quelle fin? À 2 niveaux. 2 niveaux, société et personnel. Je le fais aussi. Je suis pas fan et je le fais. Au niveau de l'entreprise, on communique 1 à 2 fois par semaine. On pousse des réponses à des problématiques clients avec des liens, par exemple, pour entrer dans le détail, sur les articles de blog, où on va expliquer comment on peut répondre à une problématique type j'arrive pas à gérer bien mes flux logistiques, je vends pas du rêve, mais ça au moins ça doit parler aux gens. Bien sûr. Ou venir télécharger un livre blanc sur comment mettre en place un ERP, etc. On fait comme nos confrères, on copie, on va dire. Et après, j'ai ma communication personnelle. Là, elle est mal organisée, on va dire, pour être très honnête. C'est une fois par semaine. Mais là, je parle plus... je devrais parler de moi, mais je le fais pas. Non, vous devriez parler de votre cible, à votre cible. Je croyais qu'il fallait créer une identité personnelle. Oui, bien sûr, mais ça se fait à travers les mots. Moi LinkedIn, moi, je l'utilise. Il y a plusieurs leviers. Un, montrer qu'on existe, avoir une image de société pour du prospect. Parce que s'il navigue sur LinkedIn et qu'il tombe sur moi, ou qu'il va voir sur LinkedIn la page qui voit quelle est l'activité, voir une société qui a 0 activité, c'est comme une catastrophe selon moi, même si je ne suis pas sûr qu'il y ait un gros retour sur investissement sur des posts LinkedIn, mais c'est important de le faire parce que tout le monde le fait, on n'a pas le choix entre guillemets. Et aussi pour du recrutement. Avoir une identité, marque employeur, etc., tout ce qu'il y a autour, montrer à des futurs collaborateurs que ça bouge, c'est pas mort. Ça me fait toujours penser, LinkedIn, au site web où il y avait événement, il y avait 3 ans, et l'événement est toujours affiché sur la page d'accueil. C'est une catastrophe. Ouais. LinkedIn, c'est pareil pour moi. Alors, on parle beaucoup de LinkedIn, mais est-ce qu'il y a d'autres domaines où le ghostwriting est présent et utilisé ? On peut retrouver des ghostwriters sur des contenus print. Mais globalement, aujourd'hui, quand même, quand on parle des ghostwriters, on pense LinkedIn et on pense B2B. Après, le travail, on ne va pas se cacher, c'est le même qu'un community manager sur Instagram, sur Facebook. Voilà, sauf que là, on prend la plume pour quelqu'un et pas pour une entité entreprise. Mais sinon, voilà, le mot est tendance. Bon, ça vient aussi recouper avec le travail d'un community manager qui répond aux commentaires, qui va générer des posts, voilà. Alors, aujourd'hui, l'IA est très présente. Comment l'IA, elle influence aujourd'hui le ghostwriting ou le copywriting, justement ?
Pour moi, elle l'influence dans le sens où l'IA prend de plus en plus d'ampleur. Et après, sans rentrer dans un débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, pour moi, il va y avoir un tournant dans le sens où il y a ceux qui auront compris comment l'utiliser, comment bien l'utiliser, qui auront pris le bon train au bon moment, et ceux qui disent « Oh, l'IA, mon Dieu, oh non, je veux pas », et puis qui ne montent pas, et puis qui vont se retrouver largués dans 5 ans. Donc, je dirais plus 1 an, moi, voire même avant, même s'ils le sont peut-être déjà, largués. L'IA, aujourd'hui, c'est le quotidien de tout le monde, je pense, surtout sur ces sujets-là, que ce soit dès qu'on rédige. Vous trouvez des idées. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a un volume à faire. C'est un assistant, l'IA. Ça ne fait pas tout. Ça fait 80% du boulot, je pense. Et on fait les 20 derniers pourcents avec l'expertise dessus. J'ai une bonne image pour ça. C'est aujourd'hui, les avions, ils sont en pilote automatique. On est d'accord, hein, les pilotes, ils sont là, mais ils ne touchent pratiquement plus à aucun bouton. Et pourtant, est-ce qu'on monterait dans un avion où il n'y aurait pas de pilote ? Moi, perso, non. donc voilà, là ça montre que même si on automatise tout, même si on met l'IA derrière, il faut quand même un pilote aux commandes. Ça, le pilote, la partie humaine, pour l'instant l'IA ne la remplace pas. Justement, quels sont les avantages et les inconvénients de faire appel à un ghostwriter plutôt que de faire ça soi-même? Ça serait de se différencier, j'imagine, parce qu'on est tellement noyé dans tous ces indépendants qui veulent vendre de la formation pour faire un gros raccourci. Alors, je pense que ceux qui vont sur LinkedIn voient très bien de quoi je parle. Pour sortir du lot, je pense que ça pourrait être une démarche intéressante. Parce qu'on est noyé de contenu inutile, quoi. Oui, je suis assez d'accord. L'IA est très bien pour donner des directives, des directions. Mais après, le travail pointu de rédaction, aujourd'hui, l'IA ne prend pas encore complètement en charge. L'IA génère des super textes. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Mais il y a quand même énormément de paramètres à prendre en compte. Il faut être très au clair avec sa stratégie, avec sa ligne édito, avec tout un tas de facteurs qu'il faut donner à l'IA pour que le texte soit à peu près potable. Donc, Après, pour revenir sur l'IA, il y a quand même, moi je suis un grand fan de l'IA. J'adore ça permet de faire beaucoup de choses, mais il y a quand même un gros défaut quand même, c'est que ça fait à peu près comme les autres. Bien sûr. On ne se démarque pas avec l'IA. L'IA et il est là le problème de l'IA. On en fait beaucoup, mais on ne se démarque pas. Parce que aujourd'hui, on ne cherche pas à se démarquer. L'IA a une énorme... il faut imaginer une énorme base de données et elle va compiler ou assembler des données ensemble pour créer, entre guillemets, quelque chose, mais qui n'est que une synthèse de données déjà existantes. Donc, c'est là où on a, en tant qu'humain, encore notre carte à jouer. C'est dans le sens où la création... aujourd'hui, l'IA n'en est pas capable. Et en plus, pour compliquer le tout, l'IA d'aujourd'hui, c'est la base de données, elle n'est pas d'aujourd'hui. Donc elle n'est pas fraîche. Donc pour une entreprise, faire appel à un ghostwriter, ça permettrait justement de se différencier. Alors. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Jean ? Oui, tout à fait. Et du coup, il y a une question qui se pose aussi, une question d'éthique. Faire appel à un ghostwriter, est-ce que ça soulève pas des problématiques ? Auprès de qui ? Moi, ça ne me dérange pas. La sous-traitance, ça a toujours fait partie des entreprises. Après, on laisse la plume à quelqu'un. Si on a bien cadré le contexte, il n'y a aucun souci. Pour moi, même si je ne le fais pas, mais ça n'a aucun souci sur le sujet. Est-ce qu'il y a justement, il n'y a pas une problématique ou des différences entre le ghostwriting et le plagiat ? On a entendu parler il y a quelques années de ces comiques qui plagiaient en fait des spectacles entiers, des sketchs entiers. Je pense que c'est surtout le contenu. C'est même pas que le ghostwriting, c'est même le copywriting, tout ça. Il y a beaucoup de plagiat de toute façon. Et l'IA fait du plagiat. Donc on est dans du plagiat H24 de toute façon. Oui et non. Non, mais on peut être confronté. Je dis pas qu'on faut le faire. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de plagiat ou de... Après, comme je dis toujours, quand je vois quelqu'un qui reprend un de mes contenus pour se l'approprier, ça ne me pose aucun problème. Je vais expliquer pourquoi. Dans le sens où déjà, je suis flattée parce que ça veut dire que mon contenu, il a plu. Et à tel point que la personne s'est dit « Ah, c'est génial, je vais le reprendre. » Ok, déjà, donc premier bon point. Et deuxième point, mes contenus sont toujours créés dans une stratégie. C'est la partie visible de l'iceberg.
Et en dessous du niveau de la mer, il y a tout le boulot qui a été fait avant. Et ça, c'est pas visible. Donc la personne va me reprendre mon contenu, mais il va faire flop chez lui, puisque ça n'est pas dans la stratégie. Enfin, voilà, donc on peut pas prendre quelque chose comme ça, le sortir de son écosystème, et le Lego, il s'embrique pas bien là. On peut reprendre le contenu de quelqu'un parce que ça va faire sonner quelque chose chez nous, et on se dit, ça va bien marcher, mais dans ce cas-là, il faut tout remodeler à sa manière, pour le faire coller à sa stratégie. Je veux dire, on revient à la question, est-ce que la vraie création existe ? C'est une grande question. Personne n'a vraiment de réponse là-dessus. On écrit tous avec notre expérience, avec nos vécus. Et quand on est ghostwriter, justement, c'est d'aller chercher ça, d'aller chercher chez la personne pour qui on écrit. Il faut que ça sonne comme si c'est elle qui l'avait écrite, en fait. Donc, il faut vraiment comprendre la personne. Et quand j'ai quelqu'un qui me dit on dirait que ça aurait pu être moi qui l'ai écrit, alors là, moi, c'est le meilleur, ça veut dire que mon job, il est fait, quoi. Donc c'est ça aussi, le côté plagiat, même pas peur. Alors, comme les chasseurs, il y a le bon ghostwriter et le mauvais ghostwriter. D'après vous, quelles sont les compétences, du coup, pour les auditeurs qui voudraient se lancer? Quelles seraient les compétences essentielles pour être un bon ghostwriter? Il faut changer d'envie, là. Il faut faire autre chose. Il y en a déjà de pros, là. Déjà, je serais curieuse de savoir s'il y a des ghostwriters qui vivent que de l'écriture pour les dirigeants. C'est souvent une prestation annexe. Il doit y avoir des exceptions en France, peut-être. Oui, peut-être. Des très bons qui font que ça et qui seraient... oui, il y en a certainement. Je ne connais pas le secteur, mais il y en a peut-être un qui écrit un bouquin. Je connais peu mes collègues. Je ne suis pas une bonne collègue. Mais non, mais voilà, un bon ghostwriter, c'est... comme je répète ce que je dis, c'est quelqu'un qui écrit vraiment comme si c'est la personne pour qui elle écrit qui l'aurait écrit, quoi. J'ai dit beaucoup écrit, là. Donc, le vrai talent d'empathie. Le talent d'empathie, évidemment. Un peu comme le copywriting. Ça m'est arrivé de refuser des missions parce que je sentais que je pourrais pas m'immerger complètement dans l'univers, où je sentais qu'il y avait... Alors, parce que moi aussi, j'écris avec mes propres expériences, mes propres... Je veux dire, on prend un peu la place de quelqu'un d'autre, mais c'est comme un acteur. Quand il joue au théâtre, il vient aussi avec ce qu'il est. Même s'il il joue un personnage, on met nos tripes, on met notre vécu, et c'est pour ça c'est pour cette patte, c'est ce qu'on appelle la patte aussi. Donc, mais voilà, le but c'est quand même de savoir s'immerger, de comprendre la personne pour qui on écrit et la personne pour qui elle écrit. Alors c'est une réflexion intéressante parce que du coup, est-ce qu'un ghostwriter pourrait outrepasser ses valeurs et tout et travailler pour un client qui ne partagerait pas les mêmes valeurs, les mêmes... Libre à chacun, j'ai envie de dire. Il y a certainement beaucoup de rédacteurs, j'utilise exprès le mot rédacteur pour englober, qui commencent, et dans ce cas-là, on dit on fait pas la fine bouche, on prend tout ce qui vient. Alors justement, est-ce qu'il y a des limites morales peut-être, ou des limites... c'est une limite propre, en fait, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de règles qui soient universelles à ce niveau-là. Vu qu'on parle de LinkedIn, normalement, on devrait toujours parler professionnel. Mais il y a des dérives depuis quand même quelques mois où on parle de tout et de n'importe quoi, de l'actualité, ça devient Facebook, quoi. C'est vrai. Et donc la question ne devrait pas se poser, parce qu'on ne devrait parler que de clients, de produits, de bénéfices, etc. Et là, ça dérive. Alors j'entends. Mais dans ce cas-là, j'ai une réponse un peu toute faite. C'est faut virer les personnes et les entreprises qui génèrent ces contenus-là. Un feed, ça peut être très propre, ça peut être hyper pertinent, et on peut n'avoir que des contenus qui nous intéressent parce que dans nos abonnements, les personnes à que je suis, ce ne sont que des gens qui ont des contenus qui m'intéressent. C'est un algorithme, ça s'éduque. En parlant d'améliorer, est-ce que vous avez tous les deux dans vos domaines respectifs des techniques ou des astuces à donner à nos auditeurs pour faire un bon ghostwriting, un bon copywriting? Des choses que vous utilisez qui fonctionnent? Quelques-unes. C'est de travailler sur l'émotion.
Un contenu qui commence par alors aujourd'hui, je vais vous parler de ça y est, moi on me perd cher et réseau, on perd sinon, cher réseau. On s'en fout. Rentrez tout de suite dans le vif du sujet. L'attention aujourd'hui est hyper courte. Donc il faut la choper dès la première seconde de lecture. Donc dis-moi tout de suite. Génère tout de suite de l'émotion, soit du rire, soit de la compassion, mais il faut qu'il y ait une émotion parce qu'on se souvient toujours de l'émotion. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience-là, que des fois, on se souvient de quelqu'un, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on a vécu avec elle, dans les détails, mais on se souvient des émotions que cette personne nous a laissées. Et c'est pour dire à quel point les émotions sont ancrées. Et bien plus que les détails, que les caractéristiques, etc. Donc, générer de l'émotion. Et rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On le voit sur TikTok, on n'a plus les bonjour, je vais vous parler de hop, allez, next, hop, on a le doigt qui part vers le haut, c'est fini. Moi, le conseil, ce serait pas ça. Ce serait de aller sur LinkedIn, c'est important, mais y consacrer peu de temps, sauf si on a un but réel. Et après, il y a des outils pour faire de la rédaction, pour planifier ça. Nous, c'est planifié sur 6 mois. Voilà, donc on se prend pas la tête, on l'a fait une fois, on a passé du temps, ça tourne. Et ça répond à l'objectif qu'on a, qui est petit, minime. Il n'y a aucune stratégie autour, réellement. Okay. Donc, y aller pour y aller, aucun intérêt. Il faut vraiment, ce que tu disais tout à l'heure, il faut définir l'objectif d'aller sur LinkedIn, parce que ça va prendre du temps. Et le temps, vaut mieux le consacrer ailleurs. Et même même en le sous-traitant, ça va être de l'argent. Peut-être que l'argent, il faut le mettre ailleurs. Quel est l'objectif d'y aller ? C'est à définir d'abord. Tout à fait. Il faut un objectif clair, parce que sinon, après, ça peut être juste assurer une présence, comme on disait, assurer une présence minimum pour rassurer la personne, le prospect. Mais des fois, il y a des objectifs qui sont bien plus... où on va... En fait, on prend souvent le problème à l'envers. On dit « Ah, il faut que je sois sur LinkedIn, on va chercher un objectif. » Non. C'est j'ai tel objectif, qu'est-ce que je peux mettre en face comme action ? J'ai ça, et j'ai LinkedIn aussi. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut. C'est pas il faut que j'aille sur LinkedIn maintenant. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'écris ? Non. Et dernier conseil, il y en a un qui me vient là, ça monte, ça commence à arriver. Faut comprendre les codes. Il y a des codes à connaître. Soit on y consacre beaucoup de temps, et ça va mettre du temps à comprendre les codes de LinkedIn ou d'autres supports, même une newsletter, etc. Soit on est prêt à passer du temps, à investir de l'argent, parce qu'il y a besoin d'outils aussi pour pouvoir le faire. Soit on le sous-traite, soit on fait rien. Mais il n'y a pas d'autre alternative. Ne rien faire, c'est problématique selon moi. Mais c'est soit on le fait à la maison, mais ça va prendre beaucoup de temps, de l'argent parce qu'il y aura des besoins d'outils, de l'apprentissage, faire des efforts, d'aller voir des vidéos, des confs, des machins, de suivre des experts du domaine, même s'ils sont durs à trouver. Ils se cachent, les vrais experts, selon moi. Ou alors le sous-traiter. Cathy, un des mots ? Non, oui, je suis assez d'accord. Soit si c'est vraiment une piste qu'on pense être rentable, parce qu'on ne va pas se cacher, on parle de rentabilité, faut l'investir à fond et il faut le faire bien avec une stratégie derrière, sinon ça fait flop et puis on va se dire ça marche pas. Et comme toute stratégie, c'est sur la durée. On n'arrête pas au bout d'un mois. Il faut continuer. Je pense qu'il faut se laisser au moins 6 à 12 mois pour avoir les premiers retours. Et je dis toujours, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont continué là où les autres ont arrêté. Oh, c'est une belle phrase, ça, pour finir. Voilà, conclusion. Allez, on arrête là. Magnifique. Merci à tous les deux. Nous arrivons à la fin de cette plongée passionnante dans le monde intrigant du copywriting et du ghostwriting. Nous espérons que vous avez apprécié ce voyage à travers les méandres des mots et de la communication. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'ici. Nous espérons que vous avez désormais une meilleure compréhension de ces plumes fantômes. Désormais, vous saurez que derrière chaque contenu percutant se cachent souvent des professionnels talentueux, des véritables magiciens des mots. Nous remercions chaleureusement nos invités pour avoir partagé leur expérience avec nous aujourd'hui. Du fond du cœur, merci Cathy, merci Jérôme. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Point à la ligne. À très vite pour de nouvelles aventures. Point à la ligne.